Excellent. Donc, il nous reste une présentation cet après-midi qui va porter sur la santé des veaux et des bouvillons, qui est offerte par Service vétérinaire ambulatoire W par Nicolas Audet. C'est correct? Oui, parfait. Donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va essayer de rendre ça un peu interactif pour la fin de la présentation, pour la fin de l'après-midi. Donc, je me présente rapidement. Mon nom, Nicolas Audet, vétérinaire à la clinique vétérinaire de W. Ça va être pertinent avec ça. Merci. Donc, moi, mon secteur d'activité au niveau de la clinique vétérinaire, c'est les bovins de boucherie. Ça va être aussi les veaux, l'élevage de veaux. On pense surtout aux veaux de grain. Je fais aussi un peu le porc et le mouton. Donc, aujourd'hui, on m'a demandé de parler en fait un peu de la santé des troupeaux. Vous avez déjà couvert beaucoup des sujets déjà intéressants au niveau de vos présentations, les divers intervenants. Super intéressant comme journée. Je vais essayer de me concentrer un petit peu plus sur la santé. Je vous avoue qu'il y a déjà beaucoup de sujets qui ont été abordés, donc on va essayer d'aller approfondir certains sujets qui ont été déjà discutés, puis de passer un peu plus vite sur ceux-là déjà abordés. Donc, on se lance rapidement pour la présentation. Donc, l'élevage des animaux laitiers croisés boucherie. Pourquoi on voudrait faire ça? On l'a déjà mentionné aujourd'hui plusieurs fois. Diversifier son entreprise, aller chercher des revenus supplémentaires, profiter du marché actuel. Essayer d'aller profiter aussi de la vigueur de l'hybride quand on pense au niveau des animaux Holstein. Quand on va au niveau croisé, la vigueur de l'hybride, c'est d'aller chercher une santé qui est supérieure comparée aux animaux qui sont pur sang. Ensuite, au niveau de, on parle des vaches et des taures qui sont disponibles. Dépendamment de vos troupeaux, c'est unique à chacun. Vous pouvez avoir des animaux pour la relève en nombre suffisant. Peut-être que ce n'est pas le cas, mais si jamais vous avez l'opportunité d'utiliser des vaches, des taures pour vous donner des animaux qui vont servir plus à la boucherie versus le laitier, ça peut être une opportunité intéressante à aller chercher. Donc, j'ai été chercher un peu des articles dans la terre de chez nous que vous pouvez voir. Comme on dit, profiter du marché actuel, là, le gros lot avec leurs veaux, Holstein, Angus, le prix des veaux croisés a atteint un record. Donc, c'est vraiment intéressant d'aller profiter de cette opportunité-là. Là, c'est un petit tableau, c'était juste pour donner un peu un ordre de grandeur. Je voulais avoir une idée de l'importance dans l'industrie, c'est surtout américain pour ce graphique-là. Mais on peut voir qu'en jaune, c'est les animaux qui vont être laitiers, croisés, boucherie. En vert, c'est seulement le laitier lui-même. Donc, on peut voir que dans les dernières années, ça a pris énormément d'importance. Donc, là, il y a une tendance qui va se poursuivre jusqu'en 2026, qui démontre une augmentation de la popularité de l'utilisation de ces animaux-là. Donc, par où commencer quand on veut se lancer dans l'élevage des bovins laitiers croisés boucherie? On a beaucoup de questions à se poser. Est-ce qu'on va être un naisseur-finisseur? C'est surtout le sujet de la journée, mais peut-être qu'on va avoir besoin d'acheter des animaux, puis il y a différents contextes selon votre élevage qui peut intervenir. On va penser aussi à la provenance des animaux. Est-ce que ça vient de l'encan, par exemple, ou est-ce que ça va être des animaux qui vont venir d'un réseau qu'on connaît, ou c'est des animaux qui viennent en fait d'un endroit qu'on ne connaît pas du tout leur statut sanitaire? Au niveau des animaux, est-ce que ça va être logé principalement à l'extérieur ou à l'intérieur, donc le type de logement qu'on va utiliser? Par la suite, on est dans le contexte où vous allez être principalement producteur laitier, que vous allez vouloir peut-être utiliser justement vos animaux. Bien, c'est quoi la proximité avec votre troupeau d'origine? Donc, est-ce qu'on a des bâtiments qui sont vraiment à l'écart ou est-ce qu'on va devoir composer avec une proximité? Au niveau de la gestion de l'équipement aussi, il faut y penser pour nettoyer les parcs, autant au niveau de l'alimentation aussi, c'est important, puis on va en reparler du côté de la biosécurité. Donc, la gestion des animaux eux-mêmes, on a une chance en or, qu'on est naisseur-finisseur, de pouvoir avoir un contrôle sur la santé de nos veaux qu'on va utiliser pour l'élevage. Donc, quand on pense à l'industrie de veaux de grain, par exemple, c'est des animaux qui n'ont pas toujours accès au colostrum ou qui ont une régie qu'on ne connaît pas toujours. Donc là, vous, dans un contexte où vous faites l'élevage de vos propres animaux, bien, vous avez le contrôle. C'est une chance vraiment là, en or, comme je dis, que vous devez saisir. Si vous avez vos propres animaux, bien, ça, c'est le fun parce que justement, vous allez connaître le statut sanitaire de vos animaux. Hein. Le réseau porcin, ça, c'est quelque chose, c'est un concept qu'on connaît et qu'on exploite largement. On dirait que du côté bovin, c'est un petit peu moins populaire. Ensuite, quand on parle justement de la gestion du colostrum,
Ça a été dit là, dans le panel, je pense, ce matin, hein, c'est quoi les critères qu'on vise, les BRICS, etc. Je ne reviendrai pas nécessairement là-dessus, mais on en parle de long en large. Vous le connaissez déjà, le concept de donner du colostrum au veau le plus rapidement possible, avoir une quantité adéquate, une qualité et une quantité adéquate. Ensuite, bon, on va avoir l'accès au grain rapidement pour les veaux. Encore une fois, c'est quelque chose qui, je me rappelle qu'on parle beaucoup au travers des PISAC, au travers de Vigilvette, de s'assurer qu'on donne du grain rapidement aux animaux, de l'eau aussi. Le but, c'est de vraiment avoir des transitions le plus délicates possible pour les animaux, surtout quand on pense à des animaux qu'on va aller engraisser pour la viande. Donc, des animaux qu'on va vouloir pousser davantage, bien, les transitions, pour eux, ça prend une encore plus grande ampleur, une plus grande importance. Parfait. Donc, au niveau de la gestion des animaux, encore une fois, on va penser à la couverture vaccinale. Si c'est vos animaux, vous allez savoir c'est quoi les vaccins qui sont utilisés. Vous allez savoir sont couverts pourquoi. Par contre, si ce n'est pas, si vous faites l'achat d'animaux, bien, vous n'allez pas connaître nécessairement leur statut vaccinal. Ça va être important de vous assurer de vraiment couvrir, par exemple, au niveau respiratoire, tout ce qui va être virus, bactéries. Pas oublier la portion, des fois, manémia, qui est un enjeu dans les élevages d'engraissement. Sinon, bon, on pense aux vaccins autant intranasales, les injectables. Pas oublier les parasites, parasites externes, parasites internes. Quand on pense aux encans, bien, c'est sûr qu'on peut aller chercher différents pathogènes, puis différents parasites. Donc, les parasites aussi, point important, c'est que si, par exemple, je donne un exemple, que vous avez des animaux au pâturage, la contamination peut aussi faire autant des animaux que vous achetez que du troupeau d'origine, un à l'autre. Ça marche dans les deux sens. Donc, on peut aller essayer d'évaluer votre comptage d'œufs de vos troupeaux d'origine ou seulement du pâturage où vous avez fait l'élevage des animaux d'engraissement pour le prochain lot qui va suivre. Donc, au courant de l'été, on peut aller ramasser du fumier au niveau des prés pour avoir une idée du comptage en œufs des parasites pour essayer de mettre en place un programme antiparasitaire adéquat pour votre situation. C'est possible que vous n'ayez pas besoin d'antiparasitaire dans certaines situations, mais c'est important de le savoir. Par la suite, bon, on a la bonne gestion de la coccidiose, à ne pas oublier. Pas oublier non plus les fameux clostridiums. Encore une fois, si vous avez des animaux qui sont à l'extérieur, ça peut être pertinent de couvrir pour tétanos, pour la castration, mais les clostridiums, c'est des bactéries qui se retrouvent énormément dans la terre. Donc, si vous avez accès à la terre, ou on peut penser même à de la paille, par exemple, de soya, ou des choses comme ça, des choses qui ont été pressées, qui peuvent contenir de la terre. Pensez honnêtement à vos vaccins de Clostridium. C'est vraiment dommage de perdre des animaux pour quelque chose comme ça. Parfait. Ensuite, ne pas oublier bon, tout ce qui va être supplément, vitamineux, sélénium, séparation entre les mâles et les femelles. Ce matin, encore une fois, on parlait que ce n'était pas nécessairement possible de le faire. Ça a amené à des petites anecdotes aussi avec la castration où des animaux se sont retrouvés gestants dans des parcs d'engraissement. On veut essayer d'éviter ça à tout prix. Quand c'est des animaux qui ont une provenance autre que de nos propres animaux, ça pourrait être pertinent de mettre des protocoles en place pour s'assurer qu'on va faire avorter les animaux, là. Ensuite, je voulais essayer de présenter un peu des données pour avoir des attentes par rapport au temps que ça peut prendre faire l'élevage justement d'animaux laitiers croisés boucherie, là. Donc, c'est des données qui proviennent un peu plus de l'ouest du Canada. C'est vraiment pour donner un ordre de grandeur. Attardez-vous pas aux chiffres, mais juste pour donner une idée que c'est quand même des animaux qui demandent une longue période d'alimentation. Parfait. Chose à savoir, les caractéristiques de la race. Donc, le Holstein, à la base, c'est un tempérament assez doux. C'est des animaux qui sont sensibles au ballonnement puis aux problèmes métaboliques. C'est des animaux aussi qui sont plus difficiles à se faire déplacer. Ça aime mieux suivre que d'être poussé. Ça résiste mieux à la chaleur qu'au froid à cause de leur poil qui va être peut-être un peu plus court. Tendance à trier davantage. C'est des animaux qui sont très curieux. Puis avec le tri, vient aussi les problèmes d'acidose, qu'on a parlé aujourd'hui, qu'on va aller approfondir tantôt, avec les problèmes d'abcès au foie. Ensuite, c'est des animaux qu'il faut savoir qu'ils vont consommer davantage d'eau. Donc, les parcs vont être plus humides, prévoir une régie pour nettoyer les parcs un peu plus régulièrement. Tendance suicidaire, en fait, c'est vraiment juste pour dire que c'est des animaux qui sont vraiment plus curieux, puis ils vont avoir une tendance à aller se mettre la tête à des endroits qu'il ne faut pas. Mais, est-ce que vous... Oui, hein, ça sonne drôle.
Moi aussi, je trouvais que ça sonnait drôle, mais vous avez toutes des histoires de bovins, je suis certain qu'ils se sont coincés la tête à des drôles de places. Ensuite, bon, on va avoir besoin de parcs d'engraissement plus grands parce que c'est des animaux qui vont être plus actifs. Pour la biosécurité. Fait que ça, je dirais que c'est comme un des points les plus importants. On l'a mentionné dans les diverses questions que j'avais au départ. Bon, ça vient-tu des encans? Est-ce que c'est multisource finalement? Parce que dans les encans, on peut aller chercher vraiment une panoplie de problèmes. On pense justement à Manémia, qu'il ne faut pas oublier dans notre protection vaccinale. Salmonella typhimurium, le fameux Salmonella Dublin, qu'on ne veut pas avoir. On a ensuite le piéton, les parasites externes, les poux, etc. Puis le E. coli multirésistant, puis je vais me permettre de faire une parenthèse sur le E. coli multirésistant, parce que dans l'élevage du veau, c'est un enjeu qui est quand même majeur. E. coli multirésistant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une bactérie, en fait, qu'on a retrouvée chez les animaux malades, qu'on a testé en laboratoire avec les antibiotiques disponibles présentement sur le marché, puis on a essayé d'évaluer leur sensibilité à ces antibiotiques-là. De plus en plus régulièrement, on va voir que les antibiotiques ne fonctionnent pas. Aucun. J'ai pas d'armes. Je peux rien faire. Les animaux meurent, puis j'ai peu d'impact sur eux avec les antibiotiques. Fait que là, il faut se tourner vers des stratégies différentes et d'essayer de contrôler les pathogènes d'une autre façon. C'est pas nécessairement facile, puis on va avoir des pertes en lien avec ça. Donc, à garder en tête quand vous achetez des animaux de l'encan, ça fait partie de la réalité. La gestion des pâturages, encore une fois, est-ce que vous avez des pâturages qui vont être à proximité de vos animaux laitiers, les animaux taris, les tares? Tantôt, on parlait que bon, les animaux vont être élevés même ensemble une certaine période de temps. Je pense que ce matin, je voyais jusqu'à 10 mois, par exemple, des choses comme ça. C'est vraiment correct, surtout quand c'est dans vos animaux. Vous connaissez le statut, aucun problème. Quand c'est des animaux qui viennent d'ailleurs, qu'on ne connaît pas le statut sanitaire, bien, ça devient un peu plus dangereux à ce niveau-là. Ensuite, je vais m'attarder un peu au point des implants. Donc, les implants, juste pour être certain, je sais que la plupart, vous avez quand même des connaissances déjà sur vos implants, mais qu'on parte tout le monde sur la même longueur d'onde. Fait que, grosso modo, le principe de base des implants, on utilise des hormones, autant des hormones mâles que femelles. Des hormones, il y en a des synthétiques, il y en a des naturelles. Donc là, l'implantation des implants, on doit penser à la localisation, donc on va penser au tiers moyen de l'oreille. On vise le tiers moyen de l'oreille simplement parce qu'on ne veut pas être trop proche de la tête. Si les implants sont implantés trop proche de la tête, on va avoir une migration de l'implant, ce qui pourrait se conclure par une condamnation de la carcasse à ce niveau-là. Pas oublier que les implants, quand vous faites l'implantation, il faut respecter quand même des principes de base. C'est important de les mentionner, même si ça semble banal. Il faut être propre dans nos manipulations, s'assurer de ne pas aller créer un abcès. Il y a des vaisseaux sanguins aussi sur l'oreille, faire attention, ne pas les blesser, ne pas créer un hématome. La raison est vraiment simple, c'est juste que si on se donne la peine d'aller mettre un implant, on n'a pas envie de créer un hématome ou un abcès, ce qui se traduirait finalement par une moins bonne absorption des hormones au niveau local dans les tissus. Donc, si on se donne la peine de mettre des implants, on a le temps de le faire pour que ce soit efficace. Oui. Oui. C'est ici, et on le retrouve au niveau de la carcasse, c'est là qu'il y a condamnation. Ah, ouais? Ouais. Oui. La question était, est-ce que, en fait, pourquoi, s'il y avait une condamnation au niveau de la carcasse, si l'implant migrait de l'oreille jusqu'à la tête? Ça répond bien? Parfait. Donc, au niveau des implants, c'est un sujet qui est particulier un peu parce que c'est unique à chacun. Hein, on l'a mentionné, je pense que c'est Jessica, beaucoup avec l'alimentation, entre autres. C'est un monde, c'est vraiment différent. Puis surtout, c'est unique à chacun. Chaque protocole d'implant doit être fait sur mesure pour chaque éleveur. Donc, d'aller présenter un protocole d'implant ici, de façon générale, ça serait, je pense, une erreur. Donc, on reste quand même dans le général. On l'a aussi mentionné, c'est une méthode qui est essai-erreur. Ça demande beaucoup d'implication, de temps et surtout, et je retape sur le clou, le travail d'équipe, c'est super pertinent. Hein, on le dit ce matin dans le panel, là, finalement, il faut être bien entouré, il faut parler, il faut communiquer, il faut laisser de la place à tous les intervenants, puis il faut vraiment avoir beaucoup de communication pour arriver à atteindre les objectifs. Fait que les vétérinaires, de ce côté-là, on est super heureux de pouvoir collaborer et partager notre expertise de ce côté-là pour
arriver avec les éleveurs à atteindre votre but. Parfait. Donc, au niveau des implants, pour nos animaux laitiers, croisés boucherie, il y a 3 points à retenir qui sont plus intéressants. Donc, les points visés, c'est le poids visé à la fin de l'engraissement. Donc là, quand on parle de poids visé à la fin de l'engraissement, on parle de temps aussi, puis on doit penser aussi au marché qu'on vise. Donc, c'est ce qu'on s'en va finalement avec nos animaux. Ensuite, on va penser beaucoup à l'efficacité de la ration. L'alimentation va y faire pour beaucoup. Il faut que l'alimentation soit capable de supporter les implants qu'on va utiliser. Sinon, les implants ne seront pas utilisés à leur plein potentiel. Le comportement de taureau aussi chez les animaux laitiers, le fameux Holstein. Ce point-là, je vais y revenir un peu plus tard. En fait, les 3 points, j'y reviens un peu plus tard. Attention aussi à la qualité de la viande. Bon, ben, on l'a mentionné aussi aujourd'hui, les bovins laitiers croisés boucherie ont une bonne capacité de persillage à la base. Par contre, quand on va aller les pousser au niveau des implants, il faut faire attention parce qu'ils vont avoir une tendance à peut-être faire un peu plus de tissu maigre, donc un peu plus de muscle versus le gras. Okay? Donc, on vient jouer finalement, grosso modo, sur le persillage. C'est juste là, encore une fois, il faut s'adapter, c'est erreur, puis voir que nos protocoles d'implants sont adéquats. Idée générale, encore une fois, donc les implants, les protocoles, on va se rapprocher beaucoup de ce qui s'utilise davantage au Holstein versus le bœuf. On va demander un départ d'implantation qui est plus doux. Il faut penser, dans le fond, plus doux parce que les animaux sont justement plus sensibles à la trenbolone. Donc, le fameux riding, les comportements de taureau, les animaux vont se grimper au niveau des mâles. À penser aussi chez les femelles, si jamais vous faites l'élevage des femelles, que davantage d'estrogène peut se traduire aussi en un développement de la glande mammaire. Qui dit développement de la glande mammaire, on peut penser aussi que ces animaux-là peuvent être gestants. Donc, il faut garder ça en tête. On va augmenter les forces des implants avec la croissance des animaux. Donc, c'est vraiment important que ces 2 points-là se suivent de près. Encore une fois, c'est de l'essai-erreur. Mais à garder en tête, s'assurer de ne pas manquer d'implants à la fin du protocole. Quand on revient au départ, là, de savoir où c'est qu'on s'en va, c'est quoi le marché qu'on vise et la durée qu'on pense garder les animaux pour être certain qu'on n'arrive pas en fin de l'eau avec un implant qui finalement ne fait plus son effet. Parfait. Puis chez les veaux, je voulais juste mettre un ordre de grandeur pour celle-là. Retenir que, le râle gros, on peut obtenir des gains de 8 à 9 livres en moyenne pour 90 jours. On peut penser à d'autres études qui vont présenter des veaux, par exemple, qui vont être élevés de mémoire sur 109 jours d'élevage, des veaux au pâturage à la mamelle qui peuvent aller gagner jusqu'à 23 livres là, sur leur utilisation. Ensuite, on va aller plus du côté de l'acidose. Le sujet a été mentionné plusieurs fois aujourd'hui. On va commencer par le définir. Donc, l'acidose, c'est en fait une baisse du pH du rumen. Comme on peut voir, on a un pH normal dans un rumen autour de 6. Quand on va descendre au niveau de 5, bien, on commence à parler justement d'acidose. Les facteurs qui vont favoriser l'acidose, c'est la transition alimentaire qui risque d'être trop brusque. Des choses qui ne sont pas toujours évitables dans l'élevage qu'on veut faire pour la production de la viande. Ensuite, on va avoir la consommation de grains, de l'amidon plus importante, puis les maladies. Qu'est-ce qui se passe au niveau du rumen quand on a... qu'est-ce qui se passe au niveau du rumen avec l'acidose? Il faut savoir originairement que le rumen contient des bactéries qui sont gram-négatives et des protozoaires. Ces bactéries-là vont aller dégrader la cellulose pour faire des acides gras volatiles qui vont servir à faire de l'énergie pour l'animal. Okay, jusque-là, ça va. Quand on va avoir de l'acidose, on va aller sélectionner des bactéries qui vont être beaucoup plus gram-positives, puis on va avoir une réduction importante des protozoaires. Donc là, on vient un peu briser la chaîne de l'énergie de l'animal. Ce que ça va faire, c'est des signes cliniques comme les abcès hépatiques, syndrome de la veine cave. Il y avait une donnée intéressante que j'ai réussi à trouver, qu'on parle qu'en moyenne, 16 % des condamnations à l'abattoir peuvent être attribuées à des abcès au niveau du foie des animaux. Ensuite, on va avoir des boiteries, l'ulcère de sol, la fourbure, la nécrose de P3, des ballonnements, les signes nerveux, ça peut aller jusqu'à la mort. On va avoir des signes qui sont sous-cliniques, donc qui sont difficiles à évaluer, mais qui vont être présents dans notre troupeau. C'est-à-dire qu'on va avoir une diminution du gain moyen quotidien, une diminution de l'immunité de l'animal, donc plus sujet aux différentes maladies qui vont se propager dans le troupeau. La diminution des profits au final. Ensuite, pour la formation des abcès hépatiques,
Donc, la formation de l'acidose, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va aller vraiment atteindre l'intégrité des parois, des intestins puis du rumen, ce qui va permettre aux bactéries de passer au travers de la paroi, se rendre au niveau du sang, migrer jusqu'au foie, se loger dans le foie, créer un abcès. Donc là, c'est là qu'on a les condamnations à l'abattoir. Tantôt, je parlais justement qu'il y avait le syndrome de la veine cave. Si on fait la suite encore, les embolies bactériennes peuvent poursuivre leur chemin, puis aller se rendre au poumon, détruire les vaisseaux sanguins, puis ça va faire des animaux qui vont avoir le syndrome de la veine cave, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un jetage important de sang au niveau du nez. On peut voir des images, c'est assez graphique. Malheureusement, on ne peut rien faire à ce niveau-là. Les bactéries qui vont être surtout en jeu au moment de la formation des abcès du foie, on parle de Fusobacterium necrophorum. Parfait. Donc, si on va aller travailler au niveau de l'acidose, bon, il faut penser peut-être à des changements de régie. Comment ça se fait qu'on retrouve autant d'acidose? Est-ce qu'il y a eu une erreur humaine aussi derrière ça qui a engendré de l'acidose? On pense aux transitions alimentaires moins brusques, mais est-ce que ces deux facteurs-là, on peut toujours intervenir dessus? Bien, pas tout le temps, non, parce que le but, des fois, c'est de pousser les animaux, c'est justement d'aller chercher des gains davantage, puis de leur donner cette ration-là qui est un peu difficile à contrôler. Fait que ce n'est pas toujours des facteurs sur lesquels on peut agir rapidement. Le contrôle des populations bactériennes au niveau du rumen, ça peut être une option qui est intéressante. On va aller essayer, par exemple, la tidosine, virginicine, pour ne pas les nommer. Ça peut permettre justement de diminuer les bactéries comme Fusobacterium necrophorum, puis peut-être diminuer un peu la formation des abcès au niveau du foie. Sinon, là, on change un petit peu de point. On peut avoir une gestion directe sur l'acidose avec le fameux produit Lactipro. Rapidement comme ça, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du produit. On va refaire un petit topo. Donc, Lactipro, c'est au cours du rumen, produit que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que le Lactipro? Un probiotique, c'est une sélection d'une souche de probiotique, c'est une sélection d'une souche très précise. À savoir que ça va être juste le méga E pour aujourd'hui, je ne me lance pas dans son vrai nom. Méga, ça va être bien correct. Une bactérie anaérobique qui se retrouve au niveau du rumen de façon naturelle. Par exemple, il faut savoir que cette bactérie-là va prendre un certain temps avant de coloniser un rumen dans un cas problématique d'acidose, par exemple. Donc là, on va venir ensemencer le rumen de façon exponentielle pour s'assurer d'avoir une belle colonisation puis une efficacité de son travail. Ce que la bactérie va faire, c'est qu'elle va digérer les acides lactiques qu'on retrouve au moment qu'on a de l'acidose pour aller faire des butyrates, qui sont des acides gras volatiles qui se traduisent en énergie pour l'animal. Grosso modo, si on résume la situation, on a l'acidose qui est problématique, qui cause bien des problèmes. Puis on vient implanter une bactérie qui est juste en quantité plus importante, qui se retrouve déjà de façon naturelle dans le rumen, pour utiliser l'acidose, pour aller chercher des gains, pour aller chercher un avantage au niveau de la santé. Donc, c'est super intéressant comme outil. Pour le Lactipro, à quel moment on va l'utiliser? Bien là, c'est le fun. On a plein d'options. On peut utiliser le produit à plein de moments différents. C'est sûr qu'on va viser les moments où l'animal, principe de base, va manger du grain, de l'amidon. On va utiliser le produit quand on va avoir des risques d'avoir de l'acidose. Donc, quand on pense aux transitions alimentaires, par exemple au sevrage, ça va être un moment qui va être intéressant. Point important, le Lactipro, c'est comme conseillé de l'utiliser autour de 14 jours de mémoire, mais bon, c'est un produit de probiotique en passant. Puis en parlant avec les représentants, ce qu'on me disait, c'est de vraiment s'assurer d'attendre d'avoir une consommation de grains qui va être suffisante pour que les bactéries puissent survivre. Les bactéries ont besoin de l'acidose pour survivre. Donc là, on va attendre peut-être plus un 30 jours là, dans nos cas à nous, là, pour nos élevages ou ce qu'on fait. Puis c'est toujours dépendant de vos régies. Là, fait que c'est important d'avoir une idée de ce que vous faites, vous, dans vos transitions pour être sûr de l'utiliser au bon moment. Donc l'implantation, on peut l'utiliser plus autour de 30 jours pour nous. Ça serait une moyenne qui serait correcte, je vous dirais. Ensuite, la bactérie, à savoir que ça va durer environ 50 à 60 jours. Donc on peut avoir une deuxième implantation qui va survenir autour d'un 90 jours d'âge pour les animaux. Par la suite, on peut viser des moments comme l'entrée au parc, parce que l'entrée au parc, on va avoir des changements de rations, on va peut-être avoir des rations qui vont pousser davantage. Donc là, on va réduire la durée de l'acclimatation alimentaire à l'entrée en parc, on va avoir une amélioration au niveau de la santé. Comme je dis, on vient utiliser quelque chose qui est négatif à la base pour devenir positif. En finition, avec les derniers implants,
on a démontré des réductions de mortalité et une meilleure efficacité. Sur les sujets malades en individuel, donc là, à ce niveau-là, c'est vraiment intéressant parce que j'ai eu des cas moi-même où j'ai eu beaucoup de maladies avec des animaux qui étaient vraiment fortement dépéris et on a utilisé le Lactipro et honnêtement, en dedans d'un mois, là, on voyait une différence à l'œil. Donc, je pouvais visuellement savoir lesquels avaient eu le Lactipro ou pas. Donc, très intéressant comme outil. À savoir, encore une fois, conserver au frigo. Il y a un temps à respecter une fois ouvert. Et faire attention au traitement en place. Si, par contre, pas par contre, mais si jamais vous faites l'entrée des animaux en parc, puis vous avez des traitements respiratoires, par exemple, ou n'importe quel antibiotique, à savoir que si c'est une bactérie, on peut la tuer. Votre traitement ne sera pas efficace. Fait que gardez en tête que si vous avez des traitements en place, c'est peut-être pas le moment idéal pour l'utiliser, attendre de terminer les traitements. Une étude pour montrer un peu l'ampleur de Lactipro ou des gains possibles observables avec le Lactipro. Il y a plusieurs études, il y a vraiment plusieurs données intéressantes, mais celle-là, je la trouvais particulièrement intéressante. Donc, on peut voir, grosso modo, que bon, le résumé de l'étude, là, on peut penser à 30% de moins de morbidité, quand même, au niveau des animaux, un tiers de moins de traitement pour un premier traitement, puis un deuxième traitement des pneumonies, du complexe respiratoire. 11% de consommation supérieure, 24% de meilleure GMQ, puis 15% de meilleure conversion. Donc, Lactipro, hein, je pense que ça peut être un outil qui est intéressant. Vous l'avez mentionné plusieurs fois. L'acidose, c'est un enjeu que vous voyez dans vos élevages présentement. Donc, ça peut être quelque chose de très pertinent. Ça fait le tour, pour moi, des différents sujets.